Donc nous allons aborder notre débat, s'il vous plaît. Donc moi je vais faire juste un tout petit propos introductif d'1 minute, parce que hier nous avons donc abordé les 20 ans du Val d'Europe, et je pense que nous avions vu en conclusion que le Val d'Europe était en ordre de marche, tout le potentiel était là, et je pense que maintenant, avec la thématique d'aujourd'hui, le Grand Paris et l'Est parisien dans 20 ans, on va essayer de voir, sans faire de la science-fiction, un petit peu comment révéler ce potentiel et comment permettre la croissance d'un territoire qui est exceptionnel. Donc Thierry va vous présenter nos interlocuteurs. On ne peut pas les commenter, les présenter simplement. Vous les avez sur le grand écran par ordre alphabétique, mais pour que vous puissiez parfaitement les identifier, je vais les présenter de gauche à droite et vous n'y verrez aucune allusion à rien du tout. Michel Fanny, donc, qui est directeur de la prospective et de l'innovation de l'établissement public EPA France EPA Marne. Le préfet Jean Poulit, qui est au ministère de l'écologie, je peux le dire comme ça, mais qui a surtout été directeur général de l'EPA Marne et qui est l'inventeur d'une des dispositions essentielles de la Convention dont on a parlé, la relation entre l'aménageur et le développeur dans la Convention de 87. Le préfet Laurent Fiscus, qui représente le président de notre association du cluster tourisme et le délégué interministériel Rhôde-Isère-Land, mais qui est surtout le secrétaire général aux affaires régionales, ce que veulent dire les 4 lettres SGAR de la région Île-de-France. Le président Jean-Paul Balcou, président du SAN du Val d'Europe, maire de Manille-le-Hongre, que vous connaissez, qui présidait vos travaux ce matin. Dominique Coquet, directeur général de Village Nature et membre, président de la commission stratégie de Atout France. Atout France, qui est le principal opérateur public en matière de tourisme au niveau de l'État. Et M. Christophe Giral, qui est directeur immobilier de Rhôde-Isère Associés et qui est surtout un des commanditaires, on va dire, d'une étude qui a été faite sur le dynamisme du Val d'Europe et qui va la commenter tout à l'heure. Voilà, donc 6 invités. Heureusement qu'il y a Nathalie pour assurer une solide présence féminine. Et puis, tout de suite, peut-être, pour commencer, une question à Laurent Fiscus sur... On parle aujourd'hui, monsieur le préfet, du Grand Paris. Je ne suis pas sûr que ça soit à l'est, là je pense que c'est au sud. Mais enfin, ça fait rien, l'illusion est belle. On parle aujourd'hui donc du Grand Paris et de l'Est parisien dans 20 ans. Hier, on a parlé de l'histoire, aujourd'hui on va parler du futur. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous dire qu'est-ce que c'est que le Grand Paris, ou quelle est sa définition, et quel est son périmètre? Où s'arrête en fait le Grand Paris à l'Est? Merci. Monsieur le Président, Monsieur le maire, chers collègues, cher Thierry. D'abord, bonjour à tous. Daniel Kalepa ne pouvait pas venir aujourd'hui, comme Thierry Leleu l'a dit, donc j'ai le plaisir de le représenter et d'être parmi vous aujourd'hui, à plus d'un titre, effectivement, avec les différentes casquettes du préfet de région Île-de-France, à la fois délégué interministériel au Rhôde-Isère, président de l'association Cluster Tourisme, et puis toujours comme préfet de région Île-de-France, donc en tant que son adjoint sur les affaires, les dossiers régionaux. Alors qu'est-ce que c'est que le projet du Grand Paris? Je pense que vous êtes beaucoup ici dans la salle, presque tous, je crois, vous êtes étudiants. Donc vous savez tout, surtout ou presque. Et puis l'histoire ou le passé a été évoqué, si j'ai bien vu le déroulé. Mais je me permets juste de dire que c'est probablement le projet d'aménagement de l'Île-de-France, c'est le projet du siècle. Si vous regardez ce qui s'est passé sur les siècles précédents, le 20e et le 19e, à chaque fois il y avait un projet majeur. Le Paris d'Haussmann, pour le 19e siècle. À la charnière du siècle, le métro, lié à un grand événement, l'exposition universelle de 1900. Et pour le XXe siècle, la réorganisation de la région parisienne, décidée par le général de Gaulle, qui a été
été à la fois une refonte administrative, la carte des départements aujourd'hui, une refonte institutionnelle aussi, mais aussi dès les années 70, c'est-à-dire tout de suite après la réorganisation des années 60, une réorganisation de développement économique avec notamment les schémas RER et tout ce qui a pu être lié à cela, et notamment les villes nouvelles. Donc notre grand projet du siècle, chantier du siècle, c'est le Grand Paris. Et on a beaucoup de chance, alors pour vous en tant que jeune acteur, étudiant ou à l'orée de votre vie active, et pour nous, acteurs publics, collectivités locales, fonctionnaires de l'État, partenaires des différentes institutions, entreprises ou établissements publics, pour le bâtir tous ensemble. C'est un projet en plus qui, contrairement, je crois, aux visions antérieures en termes d'aménagement du territoire de l'Île-de-France, est un projet qui réfléchit, dont la base première est liée à l'attractivité internationale. C'est-à-dire qu'auparavant, l'Île-de-France, son aménagement était d'abord regardé par rapport à ses problèmes en interne de l'Île-de-France. Là, il y a la prise en compte de la dimension d'attractivité, qui est majeure, et un site, la partie est de l'Île-de-France, ce territoire est majeur, avec l'équipement Euro Disney, mais aussi pour tenir compte de la concurrence internationale, parce que cette concurrence est très forte, très vive entre les différentes métropoles. Donc c'est un projet à la fois, je dirais, pour les Franciliens, mais aussi pour l'ensemble du pays, parce que l'Île-de-France, c'est la première région économique de France, une des premières régions d'Europe, et qu'en plus, notre locomotive francilienne tirera, en fait, ça sera un supplément de croissance, on estime à plusieurs centaines de milliers d'emplois au total, ce que le projet Grand Paris Express peut apporter. Alors ne vous trompez pas, ce n'est pas qu'un projet de transport. Le transport, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. Et le réseau de métro automatique du Grand Paris Express est un réseau qui a comme finalité le développement des territoires. Donc, premier pilier, le transport. Deuxième pilier, le logement. Parce que pour pouvoir vivre, il faut avoir un toit. Et pour pouvoir travailler, il faut avoir un toit. Et les entreprises sont... Un des premiers problèmes qu'elles nous signalent en Île-de-France, c'est le problème du logement qui entraîne une fuite hors d'Île-de-France de ses salariés, notamment des jeunes. Et puis le troisième pilier, c'est le développement économique et social territorial. Et tout ça dans une vision à la fois de rééquilibrage. Tout à l'heure, je plaisantais, parce qu'il n'y a pas que le rééquilibrage à l'Est, il y a le rééquilibrage entre un certain nombre de territoires, parce que le rééquilibrage à l'Est, il a commencé déjà depuis 20 ans. On fête les 20 ans. Il doit se poursuivre sous certaines formes, mais on a un certain nombre de territoires en Île-de-France, une des régions les plus riches, mais c'est là aussi, en France, où il y a les plus grandes fractures territoriales, où il y a les écarts de richesse les plus forts. Donc il faut mettre en relation les territoires où il y a les plus forts taux de chômage avec les territoires de développement rapide, ce qui est le cas ici, ou avec les territoires dont on pense qu'ils pourront encore plus se développer et apporter. Et donc d'où cette idée d'un certain nombre de clusters. On parle aujourd'hui du cluster tourisme, mais autour des gares majeures du Grand Paris Express, vous le savez, je pense, la loi a prévu en conférant cette responsabilité au préfet d'Île-de-France la négociation avec les collectivités territoriales d'un certain nombre de contrats de développement territorial. Et donc c'est cette dynamique de cluster, d'identité des territoires pour tirer l'ensemble du territoire. J'ajoute, et c'est le dernier point parce que je suis déjà trop long, que tout ceci, c'est dans une vision... Alors, après, c'est aux universitaires de me dire si c'est circulaire, circulatoire, bon, bref, de réseau. Le développement de notre pays a d'abord été conçu en étoile, autour de la capitale. Le réseau de transport, mais aussi le réseau de ces clusters, l'important c'est maintenant d'avoir des réseaux
circulaire, c'est-à-dire qu'il faut boucler les boucles telles qu'elles sont prévues, en reliant les aéroports. Roissy, le Bourget, qui est le premier aéroport d'affaires en Europe, ce que tout le monde ne sait pas forcément, Orly, et le plateau de Saclay, et les différents pôles que sont les différents clusters, et notamment, bien sûr, la première destination de tourisme que représente ici le développement apporté par Euro Disney, et puis par tous les développements liés au territoire. Donc c'est une opportunité majeure, c'est un effort considérable des collectivités locales, parce que derrière, il y a un projet d'avoir la nécessité d'avoir 70 000 logements par an, que va rendre possible le volontarisme des élus, le soutien de l'État et ce système de transport. Donc c'est un effort considérable des collectivités locales, de l'État, en période de restrictions très très fortes budgétaires, et on l'espère aussi d'ailleurs du niveau européen, pour que l'Europe soit à nos côtés pour financer tout cela. Mais c'est une opportunité majeure et une opportunité de développement. C'est l'opportunité du siècle. Voilà. Alors, je rebondis. L'universitaire que je suis est un peu insatisfaite de votre réponse. Parce que en fait, vous ne nous avez pas défini ce qu'était le Grand Paris. Vous nous avez cité une ambition, avoir une attractivité internationale. Après, vous avez parlé Île-de-France, Grand Paris Express. Vous avez dit que c'était une opportunité. Donc après, vous avez mobilisé beaucoup d'outils. Mais en fait, concrètement, quels sont les périmètres? Est-ce qu'il y en a? En fait, il n'y en a peut-être pas. Et qu'est-ce que le Grand Paris? Je salue la pugnacité des universitaires qui... J'ai les cheveux gris déjà, mais j'ai des souvenirs. Bon ben voilà, le Grand Paris, c'est ça. Madame l'universitaire, donc vous voulez une carte? La voilà. Alors, là-dessus, il faut croiser cette carte avec la carte des pôles, des clusters, des CDT. Donc je l'ai là aussi, mais vous ne pourrez pas tous la voir. Bon. Justement, nos esprits cartésiens, il y a une loi à Grand Paris. Généralement, le Parlement définit bien les choses. Dans la loi, il a défini un certain nombre de choses. Il a créé des nouveaux outils. Il a créé la Société du Grand Paris pour réaliser le réseau de transport avec un certain nombre d'autres acteurs. Il a créé des outils. Mais après, le projet avance en marchant. Donc l'intérêt, et c'est très bien comme ça, parce que si tout avait été millimétré par la loi et par les décrets, l'initiative des élus, le pouvoir d'impulsion des entreprises, j'espère la capacité d'entraînement des fonctionnaires, des représentants de l'État, aurait été un peu brimée. Donc les périmètres, alors on reste dans le cadre de l'Île-de-France, mais je vous rappelle que, puisque vous voulez vraiment des frontières, je vous rappelle qu'il y a un axe Seine qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que il y a une façade maritime qui est pour nous liée au Havre, et que dans l'histoire de l'humanité, quand on regarde le temps long, il y a toujours eu des couples entre métropole ou centre et le lien avec la mer, la façade maritime. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les pays comme la Chine, on voit bien l'importance du développement côtier. Donc c'est l'Île-de-France plus la façade maritime, donc l'axe Seine. Et en interne de l'Île-de-France, c'est la structuration, c'est le réseau, les gares, mais pas uniquement les gares, puisqu'il y a, vous le savez, un certain nombre de réflexions sur les infrastructures majeures, que sont notamment... alors pour l'Ouest, futur canal Seine-Nord, en tout cas les sujets sur le développement fluvial, et pour d'autres endroits, le poids des gares TGV, gares d'interconnexion et qui relient au réseau européen. Mais après, chaque territoire se prend par la main avec l'aide de l'État pour bâtir un projet et écrire son projet, écrire ses limites, écrire ses actions. Et voilà, je pourrais détailler, j'espère être plus précis, mais l'époque où tout était conçu d'un bureau à Paris d'une administration centrale, dans une France déconcentrée pour ce qui est de l'administration de l'État et décentralisée,
Et je pense, heureusement, Révolu, il faut laisser la part aux initiatives et à vos initiatives, parce que derrière les collectivités, c'est les citoyens. C'est moi qui vais reprendre la parole là, et pour vous éviter de vous faire taper sur les doigts par Nathalie. Et c'est vrai qu'on adore tous qu'elle soit comme ça et qu'elle nous fasse mal. Tout à l'heure, vous avez dit il y a des étudiants dans la salle. Non, il n'y a pas que des étudiants dans la salle. Je voulais saluer le maire de Séris, Monsieur Gailledon, qui a été présent pendant tous nos débats et qui nous accueille ici dans sa ville. Le délégué interministériel adjoint François-Didier Lemoine, qui nous fait aussi le plaisir et l'honneur d'être présent. Il m'a semblé reconnaître au premier rang notre sous-préfet préféré, sous-préfet de Torcy, M. Frédéric McCain. Je suis sûr que j'oublie encore des officiels, que ce qu'on les Américains appellent les Foreign Public Officials. Oui, j'en vois un là-bas, Jean Calvé, ancien conseiller général de Torigny, qui s'est caché parmi les étudiantes, mais qu'on reconnaît quand même. Voilà, donc, mais c'est vers vous, Monsieur Poulit, que je voudrais me tourner maintenant. Monsieur le préfet, vous êtes l'homme des infrastructures. Hein. Ici, vous avez remué le terrain comme un sanglier. Vous connaissez chaque pouce de ce terrain du Grand Paris, plutôt de Marne-la-Vallée, du Val d'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des grands projets d'infrastructure du Grand Paris et est-ce que vous pouvez nous les détailler finalement? Écoutez, j'ai apporté quelques diapos, donc on va peut-être l'afficher à l'écran, ce qui nous facilitera la compréhension du dossier. On commence, c'était un diaporama que j'avais fait pour d'autres actions, qui était le Grand Paris dans sa généralité. On va commencer à diapo 96, continuer à la 96. Ah ben là, je pense que je ne vais pas y arriver, parce qu'on avait... Allez-y, continuez, diapo suivante. 96. Non. Voilà, continuez. Voilà, arrêtez d'abord là. Voilà. Là, vous avez une image très simple de ce qu'on appelle le réseau du Grand Paris, qui est principalement caractérisé dans sa version initiale. Hein. Il a été complété depuis, j'y reviendrai, dans le cadre d'une synthèse avec la région Île-de-France. Donc, c'est en fait un puissant réseau de transport collectif qui irrigue la petite couronne parisienne. Je vais insister là-dessus, parce que la grande couronne parisienne n'est quasiment pas touchée. Donc ce sera l'objet du débat de tout à l'heure. J'ai des idées à vous suggérer pour effectivement traiter la grande couronne à l'orée du XXIe siècle. Là, vous avez la petite couronne parisienne. Alors, il s'agit d'un métro rapide, automatique, largement dimensionné, avec des voitures communicantes pour assurer le maximum de confort et dont la vitesse commerciale est relativement élevée, plus que celle du métro parisien, moins bien sûr qu'un TGV, mais qui est intermédiaire entre le réseau parisien et la très grande vitesse qui, elle, concerne plutôt les relations entre agglomérations. Donc c'est la vitesse qui est quand même au rendez-vous. Alors il est prévu que l'ouvrage soit principalement implanté en souterrain. Il y a eu un grand débat sur des implantations aériennes ou souterraines. Et la longueur des lignes est de 175 km, d'après le dernier chiffre que je possède. Et il y a 57 gares. Alors si vous prenez la diapo suivante, vous allez voir le détail. Diapo suivante. Ah mais il ne m'entend pas, c'est pas grave. Continuez encore. Encore. Hop. Là, vous avez le détail du réseau tel qu'il est conçu aujourd'hui avec les 47 gares. Il y a eu donc beaucoup de discussions sur la localisation de ces gares avec les collectivités territoriales concernées. Alors, ce réseau comporte un ossature nord-sud, une ligne qui est dite ligne bleue, qui prolonge la ligne 14, que vous connaissez, qui va de Saint-Lazare jusqu'aux Olympiades. Et vers le nord, vous dirigez vers Le Bourget et vers Roissy. Et vers le sud, vous dirigez sur Orly. C'est la principale liaison entre les trois aéroports qu'on vient de citer. Et puis vous avez une rocade à l'est qui comporte une ligne dite rouge qui relie Le Bourget à Clichy-Montfermeil, la Cité des Cartes, donc là on est juste à la frange de la Seine-et-Marne, Villejuif et La Défense. Et la première frange sera celle du sud qui va de la Cité des Cartes en direction de La Défense. Mais vous voyez bien que trois lignes, la bleue, la rouge et la verte, enfin la rouge pour une partie, sont, j'allais dire, dans un axe nord-est, sud-ouest de Paris, où il y a déjà Roissy, La Défense, Saclay, bref, toutes les forces, j'allais dire, économiques de la région parisienne, alors que nous, si on cherche Val d'Europe, on ne la voit pas sur votre carte, ça s'arrête à Noisy. Non, mais justement, je dis qu'est-ce qu'est le Grand Paris. Donc je ne triche pas.
avec la réalité de ce qui est fait par les autorités de l'État, de la région et des collectivités territoriales. Et quand vous regardez alors au sud et à l'ouest, vous avez une ligne dite verte qui relie Orly à Massy-Palaiseau, ensuite Saclay, Versailles, Rueil, La Défense, et qui remonte en direction de Saint-Denis-Pleyel. Voilà les 175 km et effectivement les 47 stations sur ce réseau-là. Alors après une longue négociation avec la région, 2 lignes supplémentaires ont été rajoutées, enfin une branche qui va de Champigny en direction effectivement du Bourget. Vous voyez, c'est qui passe par le Val de Fontenay. C'était les éléments du réseau dit Arc Express qui étaient plaidés par la région Île-de-France. Et vous avez une branche qui part à nouveau de la Cité des Cartes en direction de Rosny-sous-Bois et qui va ensuite rejoindre le Bourget. Donc vous avez à partir de la Cité des Cartes effectivement tout un rayonnement vers Roissy et vers le Bourget et bien sûr vers le cœur de Paris. Alors, le projet n'est pas uniquement, comme on le disait, un réseau d'infrastructures, mais est associé à une politique de développement. Et vous avez donc 8 pôles. Alors là, on va revenir en arrière. Si vous pouvez revenir en arrière, vous allez voir les 8 pôles. En arrière, s'il vous plaît. Voilà, revenez encore en arrière. Voilà, et leurs noms, les voici. Alors, les pôles sont effectivement ceux de Roissy, Villepinte, Tremblay, orientés vers les échanges internationaux, les congrès, les salons, le développement industriel et la logistique. C'est l'un des pôles importants. Paris-le Bourget, qui constitue la porte d'entrée nord de la région capitale autour de l'aviation et du tourisme d'affaires, premier pôle européen d'affaires. La Plaine Saint-Denis, qui constitue le territoire de la création et des arts numériques. Vous savez, il y a beaucoup de studios dans ce secteur qui se développent très rapidement, donc c'est un pôle puissant. Paris-La Défense, cité financière, pôle développement des services aux entreprises à haute valeur ajoutée. L'Est parisien, cité des Cartes. Et on ne va pas au-delà pour le moment. Cité des Cartes, le pôle de la ville durable, autour du développement durable, de la maintenance et de l'écocité. Et enfin, Paris-Saclay, qui est un pôle de développement scientifique et technologique de taille mondiale, qui est au sud de la région. Mais je signale qu'au jour d'aujourd'hui, à la Cité des Cartes, il y a 15 000 étudiants. Et si on rajoute les vôtres, c'est encore plus abondant. Et à Saclay, il n'y a pour le moment que 5 000 étudiants. Donc il faudra qu'ils parcourent beaucoup de chemin pour atteindre le niveau de développement des sites universitaires de l'Est parisien. Donc c'est une course qui est engagée et je vous invite à la prolonger pour montrer qu'effectivement les gens de l'Est sont de très bons champions. Voilà. Le sud de Paris, la vallée des biotechnologies et de la recherche en sciences de la vie, comportant le pôle d'Orly-Rungis, et enfin l'est de la Seine-Saint-Denis, Clichy-Montfermeil, qui est un objectif de créer un pôle urbain de qualité. Voilà les 8 pôles qui ont été associés à cette politique d'un réseau de transport collectif qui concerne surtout la petite couronne parisienne. Alors il y a eu une loi qui a inscrit tout cela dans le marbre, une société qui a été constituée, la Société du Grand Paris, qui n'a pas uniquement vocation à réaliser ce réseau, mais également à inciter au développement. Et ce développement se fera dans le cadre de contrats de développement territoriaux, qui est d'ailleurs à l'image des tranches fonctionnelles du Val d'Europe. Vous savez, le projet qu'on a inventé, et qui avec le bleu, le vert, l'orange et le jaune, se retrouve dans la philosophie des contrats de développement territoriaux qui se feront essentiellement autour des gares. Voilà un peu ce que c'est que, de façon concrète, l'esprit de ce Grand Paris au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore vous poser une question avant que Nathalie reprenne le micro ? Parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche, vous avez dit j'ai plein de projets pour le Grand Paris. Vous nous en dites un mot maintenant ou... Ben, tout à l'heure, vous vouliez me poser une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer l'avenir Le suspense, c'est terrible. Du Grand Est. Là, je vous dirai tout. D'accord, vous serez obligé de rester jusqu'à la fin. Vous pouvez avoir pour faire le vrai Grand Paris. Là, ce n'est que la première phase du Grand Paris. Mais vous devez être encore plus ambitieux que ça pour faire le Grand Paris au niveau d'une échelle mondiale. Merci, monsieur le préfet. Bien, ben, on a vu donc un petit peu, on a mieux compris ce qu'était le Grand Paris. Alors moi maintenant j'ai une question pour Jean-Paul Balcou parce que bon, on voit bien que le Val d'Europe n'est a priori pas encore sur la carte. Alors l'élu local du Val d'Europe que vous êtes, comment voyez-vous le développement de la région parisienne? Le voyez-vous de manière, enfin le voyez-vous homogène? Le voyez pas surtout inégalitaire au détriment de l'Est parisien, je vais rajouter au-delà de la Cité des Cartes. Oui, j'aime bien cette précision parce que Jean Polyte m'a laissé sur ma faim, mais il a dit qu'il y reviendrait sur le développement du Grand Paris. Et je considère qu'on est pour l'instant, je dis bien pour l'instant, un petit peu les grands oubliés du Grand Paris qui est projeté.
Alors, l'Est parisien, oui, le développement de la région Île-de-France n'est pas homogène, on l'a vu ce matin, et le développement de l'Est parisien l'est encore moins pour l'instant. Alors je rappellerai pour, non pas les moins jeunes qui le savent parfaitement ici, mais pour les plus jeunes étudiants, que c'est un fait historique. L'Est a toujours été compté pour entité pauvre de la région parisienne. Pourquoi? C'est simplement un phénomène naturel. C'est que les vents dominants sont du secteur ouest, et donc toutes les industries au XIXe siècle étaient situées dans la partie est de Paris, du petit Paris qu'il y avait à cette époque-là, et toutes les fumées partaient sur l'est. Donc pas de développement énorme à l'est, des maisons d'habitation pour les plus démunis, et on a toujours gardé un tout petit peu cette image. Alors cette image est totalement en train de changer maintenant. Pourquoi? Parce que à l'est, eh bien, il y a du nouveau. À l'est, il y a le secteur Marne-la-Vallée qui s'est créé, le secteur 4 de Marne-la-Vallée, avec l'implantation d'Euro Disney, et on sent très bien cette volonté de rééquilibrer, j'aime pas d'ailleurs beaucoup ce terme, mais rééquilibrer l'Est parisien par rapport à l'Ouest. Bon, l'Ouest restera encore, et ça a été dit, quartier d'affaires, etc., avec la Défense, mais à l'Est, vous avez, nous avons quand même la première gare d'interconnexion TGV de France et d'Europe, qui permet d'aller à partir de Chessy, Marne-la-Vallée, qui permet d'aller partout en Europe. Vous avez les développements qui se passent à Lille, à Metz, à Nancy, à Strasbourg, Marseille. Marseille est à l'est aussi, et on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Mais je suis d'accord avec Jean Poulit, il faut qu'on prenne les choses en main et qu'on pousse et qu'on force le destin à ce niveau-là. Oui, je vais intervenir non pas sur Village Nature, mais sur ce sujet qui me passionne depuis 25 ans. Moi, je pense que c'était très intéressant d'aborder le sujet par, au fond, les grandes vagues séculaires. Et je pense qu'il est tout à fait juste de les voir comme ça. Je pense que derrière, il faut peut-être encore aller un peu plus loin. C'est que, en gros, elles ont correspondu à des époques qui étaient celles des empires coloniaux, dans lequel l'énergie, en quelque sorte, elle était aussi basée sur la conquête d'autres espaces pour canaliser en Europe et dans les pays en particulier donc expansionnistes les choses. C'est pas du tout un jugement de valeur, hein, je pose. Ensuite, il y a quand même, après la Deuxième Guerre mondiale, déjà la première, mais surtout après la deuxième, un changement d'échelle et une décentration par rapport aux choses, et avec quand même à la fois des aspects positifs, mais des aspects un peu de repli sur soi de pays comme le nôtre. Et aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est celui de la mondialisation en réseau, hyper compétitive, et qui ne peut plus reposer sur ce qui se passait dans les siècles précédents. Donc le vrai sujet, c'est la canalisation de l'énergie du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas, en plus avec des difficultés comme nous avons sur la dette publique, etc., que l'on peut tout faire si on n'est pas capable de canaliser l'énergie du monde, les capitaux, les fonds souverains, les autres fonds, etc. Et donc, je pense que le Grand Paris, il est au cœur de cette problématique, et quand vous avez parlé tout à l'heure de l'attractivité internationale, c'est tout à fait ça que ça veut dire. Il y a pour moi aussi, mais j'y reviendrai peut-être tout à la fin, un autre aspect qui est l'énergie tout court, que la mer nous apporte quelque part aussi, et vous avez raison, parce que c'est au fond la possibilité d'amener à faible énergie des pondéreux, et donc de créer aussi de la richesse. Et il y aura peut-être aussi, j'espère, parce que la transition énergétique, on a besoin, il y aura aussi peut-être en Île-de-France, et surtout à l'Est, l'énergie du sous-sol à travers la géothermie, etc., qui peut être un élément. Mais j'y reviendrai parce que c'est un peu anecdotique à ce moment-là, encore que. Je crois simplement, moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est que Paris reste quand même, enfin, le Grand Paris reste très auto-centré sur lui-même malgré tout ça. Et je pense que, on ne doit pas être dans une dialectique de dire l'Est est abandonné, etc. Je crois que l'Est ne peut pas jouer un rôle aussi fondamental que le cœur de Paris, la Défense, etc., Roissy et tout. Mais quand même, si vous voulez, moi, mon sentiment, c'est que dans un monde à la fois de relative pénurie des moyens publics, de besoin de canalisation de l'énergie,
il faut aussi faire un rapport entre la masse des investissements nécessaires et le retour sur investissement que l'on peut faire. Et de ce point de vue-là, je pense que du point de vue des autorités, le rapport retour sur investissement potentiel de l'Est parisien, il reste gigantesque. Gigantesque, grâce d'ailleurs à des infrastructures comme l'interconnexion TGV, etc. Et qu'il faut donc regarder les choses d'ailleurs, pas forcément pour intégrer les choses dans le Grand Paris en tant que tel, mais pour se rendre compte que si on arrive à canaliser l'énergie du monde à Paris, mais dans la région parisienne, mais en particulier de ce côté-là, on va aussi aider le reste du Grand Paris. Pourquoi ? Parce que la Seine-et-Marne est un immense, aujourd'hui, champ géographique qui est très peu peuplé, donc c'est une terre de conquête encore, parce que je pense aussi que on ne peut pas regarder que vers la mer, il faut aussi regarder vers la banane bleue, c'est-à-dire vers l'est et vers le nord et vers le sud, et que Paris ne doit pas être, enfin l'est parisien ne doit pas être un cul-de-sac, et que donc tout ça nous fait quand même nous interpeller sur les améliorations d'infrastructures, parce qu'on sait très bien aussi le mal-être que les gens peuvent avoir avec le RER A ou des choses comme ça. C'est une aberration totale pour moi, mais je sais que Jean Poulit il partagera mon point de vue, c'est qu'on n'ait pas une grande rocade qui aille depuis le nord de Roissy jusqu'à Fontainebleau, en gros qui relie A1 et A5 en passant par Meaux et Melun, moi qui ai beaucoup travaillé sur ces questions d'infrastructure, on est archaïque de ce point de vue-là en Seine-et-Marne par rapport à ce que je connais en Picardie ou des choses comme ça, où il y a des autoroutes maintenant qui sillonnent complètement le territoire. Tout ça, c'est donc une infrastructure, évidemment, comme le réseau du Grand Paris, c'est fondamental parce que Jean pourra aussi, c'est la vitesse, c'est la productivité, c'est donc l'efficacité au niveau des forces internationales pour dire, voilà, on a des étudiants formés, on a des infras, on a des pôles, etc. Mais je pense qu'on est quand même un peu petit bras parfois, parce que je pense qu'il y a aussi un très fort lobby politique, il faut bien le dire, la Seine-et-Marne ne connaît pas. Alors longtemps, moi j'ai pensé qu'on devait cultiver notre différence, donc on était en fait des pièces rapportées, une espèce de météorite qui est arrivée ici en 80, 89, 92, mais en même temps, bon, petit à petit, bon, hier, quelqu'un disait quand même, Marne-la-Vallée, cinquième ville de France, hein, oui, si elle était unie en termes de poids économique, c'est quand même assez considérable. Donc voilà, j'ai été trop long, mais je voulais apporter ça avec surtout le fait de l'essentiel et la canalisation de l'énergie du monde dans une grande métropole comme l'Île-de-France, et de ce point de vue-là aussi du rapport qualité-prix ou qualité-retour sur investissement. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est quelque chose de très important pour l'avenir de la région.